Bonjour à tous, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel, ces entretiens, qui essayent de remettre, au milieu de la table la question de la mort, de la fin de vie, de l'accompagnement, de l'après-vie, pourquoi pas, et de, finalement ce point d'orgue de nos existences qui nous concerne tous et auquel on est confronté à nouveau frais à réfléchir par l'actualité législative puisque une loi sur l'euthanasie, le suicide assisté a été votée par les parlementaires, dite loi Falorni, et sera votée peut-être par les sénateurs en octobre, et donc vient nous questionner, et en tout cas en tant que soignant, en tant que citoyen, en tant qu'être mortel, être humain mortel, nous reconvoquer. Donc ces entretiens donnent la parole à ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont à côté, ceux qui sont tout contre, ceux qui sont vraiment opposés farouchement, ceux qui pratiquent l'euthanasie et le suicide assisté, pour voilà, essayer de donner un panorama de la complexité et surtout pas vous dire quoi penser, mais vous donner à réfléchir au fur et à mesure de ces différents épisodes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Philippe Bobola. Bonjour Philippe, tu vas bien? Bonjour Louis, oui je vais bien, et toi? Ouais, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma sollicitation pour venir discuter. Tu as plein de casquettes très multiples, des regards à 360 degrés Mhm. complexes sur tout plein de sujets, notamment la question du temps, la question de l'étincelle vitale chez tes patients. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors oui, effectivement, tu l'as rappelé, j'ai un parcours, comme on dit, pluridisciplinaire. J'ai commencé par faire de la physique, puis j'ai fait de la biologie, de l'anthropologie, la psychanalyse et d'autres choses. Je suis un curieux invétéré. Je dis que je suis soumis à une claustrophobie disciplinaire. Donc, au bout d'un moment, j'étouffe dans une discipline et je n'ai qu'une idée en tête, c'est d'en sortir. Donc, tu as touché à la fois à la physique, à la fois à la psychologie, à la fois à la biologie, ce qui te donne des aspects, des regards sur le vivant dans plein de dimensions différentes. Et tu t'es intéressé aussi à la question du temps, je crois. Oui, 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 la conscience du temps, on est pile poil là-dedans. La mort, est-ce la fin de tout, le néant, ou, comme disait Jean Jaurès, un glissement d'existence, un déplacement d'existence? Ça reste la problématique fondamentale de l'être humain. Et la problématique du suicide nous amène à juger si la vie vaut la peine d'être vécue ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est une réponse à la question fondamentale de la philosophie, d'une certaine façon. Ouais, il apparaît quand même dans les différentes discussions que j'ai pu avoir que cette question de est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, est-ce que la vie a un sens, convoque notre interconnexion aux autres, notre interconnexion au monde, comme si on avait besoin de ne pas être tout seul, de participer à quelque chose de plus grand, de contribuer à une œuvre qui nous dépasse. Euh, comment, te- comment tu vois ça, cette interconnexion de jeu avec nous et et de comment ça nous maintient en vie? Bah, déjà, c'est le lien social qui nous fait vivre. La pulsion de vie, l'étincelle de vie, elle vient aussi en partie des autres. Et ce qu'on a vu à travers la crise, c'est qu'on a essayé de séparer les individus les uns des autres. On pourrait définir la mort comme l'absence de lien. Alors, à cette question, est-ce qu'on doit aider les gens à se suicider, à s'euthanasier? Évidemment, c'est propre à chacun. Comme disait Marcel Proust, on a tendance à parler de la mort, mais en fin de compte, c'est une commodité puisqu'il y a autant de morts qu'il y a d'individus. Donc, c'est difficile de répondre dans l'absolu. Par contre, dans le contexte actuel où on voit bien qu'on veut tout contrôler, l'ultime contrôle, c'est de décider si quelqu'un doit vivre ou mourir. Donc, si effectivement la personne a l'entière décision, oui, mais si la société, pour une raison ou pour une autre, nous amenait à dire que la vie c'est tant d'années, bah, je suis contre. Et donc, c'est l'ultime triomphe du capitalisme, si je puis dire, puisque le capitalisme veut tout contrôler, veut s'insérer dans nos vies et s'insérer dans la décision qui consisterait à dire bah voilà, on vous propose un suicide pour X ou X raison. Je trouve que c'est fort discutable.
Il y a 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que toute civilisation, toute société se veut immortelle ou se croit immortelle. Ça, c'est le premier point. Et que ce qu'on appelle la culture, en fin de compte, c'est un ensemble ordonné de croyances et de rituels dans le but de lutter contre le pouvoir dissolvant de la mort. Donc, c'est notre plus grande peur. Ensuite, la société, plus que l'individu, existe de et par la mort. Et on voit bien qu'actuellement, il y a un côté mortifère. Si on est psychanalyste freudien, on parlera d'éros et thanatos, et on penche plutôt du côté de thanatos. Et le troisième point, c'est que la mort en question, ou plutôt la fonction sociale de la mort, est le grand révélateur des sociétés ou des civilisations, en les amenant à se questionner sur leur propre fonctionnement, les amener à se questionner et à avoir des réponses critiques. William Ward Gladstone, un homme politique britannique, disait « Montrez-moi comment une nation ou une société se comporte devant la mort, et je vous dirai avec une relative précision les sentiments délicats de son peuple et le maintien à un idéal élevé, la fidélité à un idéal élevé. » Donc, dans ces 3 points, on voit bien qu'actuellement, l'Europe, on est en plein sentiment de mort. On parle de mort de civilisation, de déclin de civilisation. Et donc, je trouve que ce débat arrive à pile poil pour accompagner ce déclin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, on a l'impression effectivement que à la fois c'est l'aboutissement d'une société technologique et capitaliste qui veut absolument prédire et contrôler dans un idéal cybernétique de la vie humaine, où tout serait absolument sous contrôle de la naissance et de l'absence de naissance de gens qui seraient anormaux, on pourrait dire, ou difformes, ou monstrueux, ou malades, jusqu'à la mort de tous ceux qui commenceraient à redevenir anormaux, difformes, malades ou insuffisants. Comme pour promouvoir un idéal existentiel performatif, compétitif, et qui, s'il peut être tenu, bah, très bien, la vie est possible. Et s'il peut plus être tenu, bon, bah, la porte de sortie vous est grande ouverte. Il est temps de partir maintenant, vous coûtez plus cher. Et effectivement, ça vient, tu as d'emblée, j'ai l'impression, poser la question en termes politiques, en disant bon, mais c'est quand même le bout du capitalisme. Et politique au sens comment est-ce qu'on vit les uns avec les autres. Or, la loi nous est sans cesse présentée comme quelque chose de l'ordre de la volonté individuelle, comme Non. de l'ordre du désir d'un individu. Mais ça a l'air fondamentalement faux, quoi. Ben, ça semble fondamentalement faux. Et puis, on voit bien à l'ère du transhumanisme que certains rêveraient d'avoir une vie de plusieurs siècles, voire l'immortalité, et d'autres ne pourraient pas avoir accès à cette immortalité. Donc, quand on réfléchit, les gens qui ont des fortunes immenses, il y a un côté pour eux injuste de ne pas pouvoir acheter des années à la vie, et leur fortune est vaine. Donc, effectivement, on revient à des mythologies comme les mythologies grecques, où il y aura les immortels, les demi-mortels et les simples mortels. Voilà, demi-mortels ou demi-mortels. En tous les cas, on arrive à ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de religion qui s'est développée, une nouvelle religion des gens qui ont réussi, les oligarques, et effectivement, ils imposent leurs règles. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin disait que la norme, c'était le divin. Mais là, la norme, c'est la quantification, et la quantification, elle est donnée par les forces financières. C'est l'aboutissement même de notre culture occidentale qui quantifie tout, mesure tout. Lord Kelvin disait, si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en chiffres, vous savez vraiment de quoi vous parlez. À défaut de pouvoir le faire, votre connaissance est maigre et insignifiante. Et donc Heidegger avait mis en garde en disant que la pensée calculante avait remplacé la pensée méditante. Donc l'idéal de la science, c'est tout quantifier, calculer, et pourquoi pas calculer l'heure de la mort des individus.
Et on voit bien, par exemple, une société, si on apprécie ce que Gladstone disait, les sentiments délicats de son peuple, quand quelqu'un présente dans sa vie une passe difficile, on va avoir tendance à l'aider, à l'épauler. En particulier, c'était le rôle des médecins, me semble-t-il, d'aider un patient à passer un cap. Ben là, non, le médecin n'aura pas le droit de dissuader son patient de se suicider, comme si il n'y avait qu'une voie possible. Donc c'est un peu révélateur du climat qu'ils veulent faire régner. Il y a un député anglais, tu le rappelais dans une conférence, qui avait proposé d'exempter les héritiers si effectivement le patriarche acceptait l'euthanasie, comme si c'était un exploit social. Et donc, on récompensait la société et en particulier les héritiers de cet exploit. Donc, je trouve que ça dépend dans quel climat on est. Et le climat actuellement de la mort d'une civilisation européenne entraîne la mort des citoyens. D'ailleurs, on a l'impression qu'on doit payer ce qu'on a fait. Donc, effectivement, l'Europe a colonisé et on doit expier nos fautes et on doit les expier presque jusqu'à disparaître. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on sent qu'on est environné de cette cancel culture qui veut faire disparaître les tâches, disparaître les fautes, quitte à sacrifier le passé, hein, à faire tomber les statues, à réécrire l'histoire de manière inventée pour la faire correspondre finalement aux impératifs moraux d'aujourd'hui, qui ne semblent plus être les mêmes que ceux d'hier. Justement, bah, pour toi, ce serait quoi aujourd'hui le prisme moral qui sert de justification à ces lois sur l'euthanasie et le suicide? Parce que jusqu'ici, on a l'impression que toutes les civilisations peut-être tu vas me détromper, hein, mais ont placé l'homicide et le suicide plutôt du côté du péché ou de l'interdit, du tabou Oui, tout à fondamental. fait. Ce qui me frappe, avant de répondre à la question, c'est qu'on essaye de nous couper de notre passé. C'est comme si le passé devait mourir, les traditions devaient mourir, etc. Et je trouve qu'il n'y a plus comme disait Max Weber, la religion elle a un rôle de lien social. Comme il n'y a plus ce lien social, on ne sait plus qui joue le rôle de morale. C'est la morale économique qui fait que, et on voit bien, on commence à pointer du doigt le troisième âge, il est responsable de la dette, il nous coûte trop cher, etc. Donc on commence à quantifier la vie en termes de ça nous coûte cher, ça ne permet pas aux jeunes de pouvoir continuer à vivre, comme si vieillir était presque une faute sociale. Donc c'est dans ce climat que l'euthanasie sans limite est proposée. On verra si elle est acceptée, ça va jusqu'au bout. Et je ne pense pas que ça soit par but humaniste, c'est vraiment par but de normes. D'ailleurs, on peut réfléchir parce que dans une conférence, Bill Gates avait dit que pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il fallait d'abord décélérer économiquement, supprimer les gaz à effet de serre et diminuer la population. Donc évidemment, on voit bien que la réduction comment dirais-je, de l'économie et du monde industriel ne va pas résoudre le problème. S'il n'y a plus de gaz à effet de serre, bah, les plantes vont crever, il reste que la population. Donc on prépare le terrain. C'est de l'ingénierie sociale à l'idée que bah, peut-être on pourrait avoir une durée de vie standardisée pour tout le monde. Alors on peut décider que au-delà de 60 ans, bah, on coûte trop cher pour la société. Il y avait un film qui s'appelle Soleil Vert, où effectivement, c'est une dystopie où les gens, bah, ils étaient amenés à transformer en galettes, puisque les océans et les forêts, il n'y avait plus de végétaux, d'animaux, etc. Et donc, c'était de l'anthropophagie. Donc, il fallait à un moment donné limiter la durée de vie des gens. Ils se transformaient en petites galettes vertes, d'où le terme de soleil vert. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours à double tranchant. Ça, c'est propre à tout ce qui nous est proposé en termes de modernité. Il y a toujours un bon et un mauvais côté. Donc, abréger une souffrance de quelqu'un qui a une souffrance morale ou physique, oui. Mais l'imposer, par exemple, on parle que des adolescents pourraient avoir accès au suicide. Bon, je pense qu'une société
quand elle est empreinte d'une force humaniste, elle fait tout pour éviter qu'un adolescent aille se suicider. On sait tous que l'adolescence est un passage un peu délicat. On peut avoir des tendances suicidaires pour X ou X raisons. Une peine de cœur, un échec à un examen. Est-ce que pour autant, on doit accompagner l'adolescent dans son désir et que le médecin ne puisse pas s'y opposer? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que l'individu prend seul la décision et que le groupe ne peut pas l'aider. On voit bien, c'est contraire à l'éthologie. Vous prenez un groupe de singes, quand il y en a un qui est en difficulté, les autres singes vont l'aider. Donc, c'est vraiment le struggle for life dans son aboutissement. Donc, je trouve que l'Occident en déclin arrive dans ses contradictions internes, c'est-à-dire tout quantifier, tout contrôler, et pourquoi pas contrôler la vie. Donc, c'est pour ça que quel est le moteur moral? Il n'y en a plus. La norme, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'étalons. Les talons, autrefois, c'était le divin, il n'y en a plus. Donc, je dirais c'est la nuisance qu'on présente pour la société. On va raisonner en termes d'utilité et d'inutilité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec toi. On a l'impression que c'est effectivement cet étalon utilitariste qui remplace un quelconque étalon moral. Alors, on peut attribuer ça à la chute du religieux et de ses valeurs transcendantes. Et il y a un paradoxe, c'est qu'on est quand même en dette de spiritualité, en dette de religion aussi. Ton comparse Jean-Dominique Michel qui en parle souvent en disant mais on a probablement besoin de religion au-delà de la spiritualité, de quelque chose qui nous relie et qui nous relie entre nous, mais aussi à plus grand. Et effectivement, là, c'est l'étalon utilitariste qui va être la norme. Avec ce discours qui est sans cesse rabâché par les supporters de l'euthanasie, qui est une sorte d'impératif de la nécessité. C'est-à-dire, bah oui, mais ok, tout ça, tout ce que vous dites, monsieur Bogola, c'est de la philosophie, de la sociologie, mais à la fin, bon, on a quand même des petits vieux qui n'en finissent pas de mourir dans les EHPAD, avec des Alzheimer, des gens avec des maladies très graves pour lesquelles on peut rien faire. Qu'est-ce que tu déjà, l'euthanasie, elle existe sans qu'on le dise. C'est un peu hypocrite. Hein. Si on met quelqu'un à haute dose de morphine, c'est une forme d'euthanasie, hein, on le sait très bien, et de même le Rivotril qui a été utilisé. Donc, je ne vois pas pourquoi légiférer ce qui se fait déjà sans qu'on le dise. Bon, ça, c'est la première chose. On voit l'impression que ça s'étend. Et deuxièmement, je voulais revenir sur cette notion de sacré. René Girard insistait beaucoup sur le fait que sacré, ça vient de sacrificiel. On entend souvent, on a perdu le sacré, il faut revenir au sacré. Et nos sociétés, même modernes, sont très archaïques. Il y a des sacrifices, ça s'appelle les guerres, ça s'appelle tout ce qu'on voit, à la limite, pourquoi pas envisager que les gens qui prennent l'euthanasie comme option soient dans un rôle sacrificiel. Donc, il y a plein de réflexions auxquelles il faut se pencher. Il n'y a pas que la philosophie, hein, le rapport à la mort est fondamental. C'est-à-dire qu'en Occident, si on prend l'Inde, par exemple, vous regardez un temple, ça tourne autour de la vie et du plaisir. En Occident, ça tourne autour de la vie et de la mort. Tout grand peintre se représente en train de mourir. Comme disait Cocteau, les miroirs devraient réfléchir avant de réfléchir. Il voyait la mort en l'œuvre dans le miroir qui lui réfléchissait son visage chaque jour. Donc, je trouve que, comme souvent, si la partie qui décide de l'euthanasie a pour but de contrôler son peuple, bah, ça peut être un excellent contrôle. Et puis, on peut très bien envisager qu'on offre l'euthanasie à quelqu'un ou pas, suivant qu'il est en accord ou en désaccord avec le gouvernement. C'est une sorte de pression. Alors que si effectivement ça se faisait au cas par cas, bah, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Je ne serais pas opposé. Qui va s'opposer à abréger les souffrances de quelqu'un qui a une souffrance morale ou physique? C'est évident. Mais de là à vraiment légiférer et peut-être même l'étendre, l'arrière-pensée est souvent d'avant-garde actuellement, donc il faut se méfier, il faut avoir un principe de vigilance. Et on voit bien d'ailleurs, on n'honore pas nos morts. Hein, pendant la crise
on n'a pas respecté le temps nécessaire à nos rituels, hein, qu'on soit chrétien, protestant ou autre forme de religion. Je trouve que de moins en moins on respecte les morts. Les Anglais, quand quelqu'un meurt, disent il est parti rejoindre la majorité. Et donc ça aussi, c'est un profond changement anthropologique. C'est une sorte de banalisation de la mort. Moi, ce qui m'avait choqué quand ma mère est décédée, déjà, je n'avais pas été prévenu qu'elle était décédée. Bon, c'est presque une faute. Mais on avait mis ses affaires dans un sac poubelle. Donc, c'est comme si une vie se résumait à un sac poubelle, c'est la vie jetable. Et je trouve que déjà, rien que ce signe, où on pourrait avoir d'autres moyens de mettre les objets du défunt, que ce sac poubelle était assez révélateur, hein, parce que on pourrait quand même offrir à la famille une autre façon de leur redonner les objets que dans un sac poubelle. Donc, autrefois, on mourait chez soi, maintenant on meurt à l'hôpital. On a presque confisqué la mort dans sa dimension sociale. Et donc, oui, il y a toute une évolution. Là, on n'est pas dans un débat anthropologique, mais si on prend la mort en Afrique, les morts sont très importants. Il faut respecter les rituels, puisque les vivants sont toujours en lien avec les morts. Dans l'Afrique traditionnelle, on ne prend pas de décision sans avoir demandé aux ancêtres. Et donc, c'est pas du tout notre vision des choses, puisqu'on a l'impression que plus on vieillit, plus on est une charge pour la société, alors que dans les sociétés traditionnelles, plus on vieillit, plus on devient mature et on devient un sage. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Christiane Singer l'avait dit dans un de ses livres où il parlait des âges de la vie en soulignant que dans les sociétés traditionnelles, effectivement, l'aîné gagnait en importance et gagnait en responsabilité pour le clan, et qu'elle elle décrivait un groupe ethnique où, à la fin, le vieillard est responsable du lever du soleil, ce qui était une manière à la fois élégante de dire bon, bah, il est plus dans les choses fonctionnelles et utilitaires de chaque jour, d'aller piler le mil ou réparer le toit de la maison, mais il est en charge de quelque chose d'encore plus important, d'encore plus fondamental, qui est que s'il n'était pas là, peut-être le soleil se lèverait pas. Donc il y avait un côté un peu poétique aussi, et on a l'impression que notre société prend en permanence en référent les peuples traditionnels comme si elle avait perdu quelque chose de ces peuples que ces peuples premiers avaient. Alors même que ces peuples premiers, on peut considérer qu'ils n'avaient pas le pouillème de ce dont nous disposons en termes techniques, pas d'intelligence artificielle et d'oracle, ChatGPT pour nous répondre, mais avaient autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est perdue des peuples premiers? Déjà, premièrement, les peuples premiers veulent perturber à minima la nature. Nous, on perturbe au maximum la nature, hein. Donc, ils ont conscience que culture et nature, c'est comment dirais-je, le point central de l'anthropologie. Ils ne sont pas toujours compatibles, culture humaine, nature. Mais ils ont conscience que s'ils perturbent trop la nature, on vit dans la nature et donc ça va se retourner contre nous. Donc on les a pris en référence surtout pour leur respect de l'environnement, mais on n'a pas pris en compte toute cette dimension. Déjà, pour eux, il y a un monde visible qui est couplé avec un monde invisible. Pour eux, quand on meurt, on ne disparaît pas. C'est la phrase de Saint Augustin. Les morts sont invisibles et n'ont pas disparu. Ils continuent à vivre. Ensuite, c'est souvent des sociétés où il y a un sens communautaire, ce qu'on a perdu. On a souvent critiqué l'âme africaine qui serait une âme groupe, c'est totalement faux. L'individu conjugue à la fois sa dimension singulière et sa dimension groupale. Évidemment, ils ont une autre vision que nous. D'ailleurs, au tout début de l'anthropologie, Morgan, qui avait utilisé les travaux de
de Charles Darwin insistait sur le fait que les sociétés traditionnelles avaient un esprit enfantin, alors que nous, on avait un esprit scientifique, ils ne faisaient pas de découvertes, ils n'étaient pas capables d'en faire, alors que nous, on avait développé les sciences et la technique. Ils avaient une sorte de communisme primitif, alors que nous, on avait les propriétés privées. Oui, ils étaient polygames, souvent, ils avaient une religion sans morale, alors que nous, on avait le monothéisme. Donc, on avait comparé ces religions aux religions dites primitives et leur société. Je crois que tout simplement, le projet n'est pas du tout le même. Le projet n'est pas de transformer totalement la nature, c'est de perturber à minima la nature. Alors, si on veut comprendre une chose, on va prendre une propriété de la physique quantique, c'est que un objet quantique, alors j'appelle l'objet quantique un atome, une molécule, maintenant on commence à parler de comportement quantique aux cellules, a une double dimension simultanément, une dimension corpusculaire et une dimension ondulatoire. Donc si on prend à la lettre cette dualité, modifier un objet, c'est modifier sa vibration, puisque la masse d'un objet est associée à une vibration qu'on appelle une onde de matière. Donc, ce qu'on appelle l'animisme, c'est le fait d'avoir conscience que chaque objet a cette vibration, comme nous en avons une. Donc, on veut parler d'esprit de la matière. Et puis surtout, il ne faut pas trop transformer un caillou, un arbre, une forêt, parce qu'on va modifier le champ vibratoire qui lui est associé et qui a été conçu, alors pour eux par les dieux, comme étant équilibré. Puis surtout, ce qu'on voit, par exemple, c'est que dans une société traditionnelle, il y a 4 équilibres simultanément. Alors, je vais le donner dans un sens, et puis après, je le donnerai dans le sens traditionnel. Donc, l'équilibre de soi à soi, de soi aux autres, de soi à la nature et de soi au cosmos. Alors, dans nos sociétés, on va du singulier jusqu'à l'universel. Alors, ça se tient dans notre cohérence. On se dit, si on est mieux avec soi, on va mieux relationner avec les autres. Encore, on va mieux relationner avec la nature, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, le cosmos, comme disait Jean Rostand, en parlant des astrophysiciens, les seuls poètes rémunérés par l'État. Pour les sociétés traditionnelles, chacun de ces équilibres est associé à un monde visible et invisible. Et le plus important, c'est l'équilibre de soi avec le cosmos qui aligne les autres. Et donc, c'est 2 projets différents, c'est-à-dire leur projet, c'est de se lier au tout. Chaque individu est considéré comme faisant partie d'un tout, alors que nous, on a fragmenté complètement. Donc, c'est deux plans de civilisation complètement différents. Claude Lévi-Strauss a dit il n'y a pas des sociétés supérieures et des sociétés inférieures, il y a des problèmes identiques qui sont solutionnés de façon différente. Donc, on voit bien, on fait le bilan, les sociétés traditionnelles deviennent pour nous une référence parce qu'on n'a plus de racines. Donc, beaucoup de jeunes vont essayer de découvrir les plantes de pouvoir, l'ayahuasca ou les sociétés traditionnelles parce qu'ils n'ont plus de racines, ce qui étonne beaucoup les sociétés traditionnelles, parce qu'ils disent mais vous avez des racines, il faut que vous revivifiez vos racines, vous les redécouvriez. Et puis, le projet d'un sens communautaire, c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment là où on a échoué. On n'arrive pas à trouver ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, un sens communautaire. Et on voit bien d'ailleurs que quand l'ex-URSS s'est effondré, ce qui leur a permis de se reconstruire relativement rapidement, c'est justement qu'ils ont remis l'orthodoxie. Il fallait qu'il y ait un lien social, qu'il y ait un lien horizontal et un lien vertical. Alors, de plus en plus, les sociétés traditionnelles essayent de développer ce qu'on appelle la cosmogéocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est le fait d'avoir l'homme qui doit tenir compte des lois de la Terre et des lois du cosmos, cosmogéocratie. Et donc, c'est assez intéressant puisque, je ne suis pas le premier à le dire, mais on est coincé entre 2 infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et puis l'état mésoscopique. Donc, il faut tenir compte à la fois de la logique sur Terre, mais la logique naturelle. Par exemple, les plantes ont développé, puisqu'elles sont fixes, une intelligence collective. Une plante, si elle n'a pas un réseau de partenaires, elle ne peut pas s'en tirer. Donc, on a l'impression qu'il y a eu 2 voies dans l'évolution, comme il y a eu 2 voies dans les sociétés. Les sociétés
animales qui ont plutôt misé sur le nomadisme. Il y a un problème, on ne peut pas le résoudre ailleurs. Et puis, une voie plutôt sédentaire, fixe. Et c'est pareil, on parle de sociétés ou de peuples racines. Ce sont des sociétés qui ont continué à vivre là où vivaient leurs ancêtres. Et puis nous avons développé des sociétés. On parle du village global, la globalisation, la mondialisation. Donc, on a complètement étendu les distances. Alors, Platon disait que la société idéale devait pas dépasser 200 individus. Je pense, c'est un peu la vision qu'a Michel Maffezoli, c'est-à-dire on va revenir au temps des tribus, il va y avoir un regroupement, un fractionnement, et au lieu d'avoir une société globale comme on l'avait vu avec des normes, etc., on va revenir à une multiplicité de sociétés. Toujours est-il que si on prend l'Afrique, c'est des petites ethnies. Alors évidemment, ils se sont fait des petites guerres, mais il n'y a pas eu de gros massacres comme il y en a eu dans nos sociétés européennes. Par exemple, à une époque, j'avais travaillé au Brésil et un sénateur m'avait dit, vous avez beaucoup de sang sous vos pieds, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de morts et c'est vraiment ce qui les choquait. Alors, Yank Macmillan, qui est un écologiste, disait il faut préserver les condors et leurs congénères, non pas que les condors et leurs congénères soient nécessaires à notre économie, mais en les protégeant, on protégera également les qualités morales qu'il nous faut pour continuer à survivre. Donc les gens, en termes de survie, voient que les sociétés traditionnelles qui ont été considérées tour à tour de sociétés primitives, c'était l'enfance de l'humanité, etc., deviennent des références parce qu'on peut mesurer tout ce qu'on a perdu et qu'ils ont conservé. Et qu'on peut très bien se développer sans qu'il y ait une technologie excessive. Je prends l'exemple du Tibet. Eux, quand ils ont froid, ils font des exercices spirituels pour se réchauffer. Alors, il y a eu des publications dans Nature, ils arrivent à développer par des méditations leur métabolisme vers le métabolisme des lipides, qui est beaucoup plus exothermique. Et puis nous, quand on a froid, on développe des machines thermiques, on invente conceptuellement la thermodynamique. Et on oublie qu'on a des ressources internes pour se réchauffer. Donc peut-être que les sociétés traditionnelles ont conservé les ressources humaines que nous avions au départ et qu'on a perdu du fait de l'assistanat, de la science et de la technologie. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que à la fois tu nous parles d'anthropologie, mais aussi du rapport à la technique et à la nature, du rapport au cosmos. J'entends qu'il y a cette différence fondamentale entre nos sociétés rationalistes, matérialistes et techniques, et les peuples premiers. C'est tout simplement un programme complètement différent de relation au cosmos et à la nature, où on cherche à la préserver, on cherche à être en relation, en saine relation de symbiose avec elle, plutôt qu'à l'exploiter dans une espèce de frénésie extractiviste. Et j'ai eu la chance de signer la préface d'un livre qui s'appelle Paléo Sapiens, qui est sa traduction en français aux éditions Ressources Primordiales, qui est un livre de Frank Forenkirch et qui reprend au fond un certain nombre d'éléments des peuples premiers en disant mais peut-être c'est un guide de survie pour nous, humains modernes, dans ce qu'on va avoir à traverser dans les prochaines décennies ou les prochains siècles, parce qu'au fond, l'aboutissement terminal de notre société rationaliste, c'est de nier la vie, puisque la vie est une folie, la vie est une erreur, la vie est quelque chose qui survient contre toute attente. Le calcul utilitariste systématiquement aboutit à dire bon ok, il faut, c'est la mort qui prime, quoi, parce qu'elle est rentable. Et on a l'impression que une partie de notre société capitaliste vit justement à crédit sur la vie, ou en tout cas en détruisant la vie Oui. pour en prendre l'énergie vitale et en faire du token, quoi, une pièce de monnaie, un coin. Oui, tout à fait. Il y a plus, on voit bien, on fait une économie sur nos données, donc c'est presque de l'anthropophagie informationnelle. Effectivement, on fait de l'argent sur la vie, et puis surtout, on commence à introduire subtilement la notion d'obsolescence programmée pour les individus. Alors c'est ça, avant, Jacques Ellul avait écrit La technique en jeu du XXe siècle, qui est un livre
important. Et il avait vu qu'au bout d'un moment, la technique prend son autonomie. Et dans le Forum économique mondial, on parle des objets connectables, mais s'il y a des objets connectables, il y aura des hommes connectables. De même que s'il y a des objets jetables, je pense en particulier au Kleenex, au stylo, bah, il y aura des hommes jetables. Donc c'est un peu inévitable. La technique sort de son champ, qui est un champ utilitaire, et investit d'autres domaines et impose, puisque Heidegger, qui fait partie des grands penseurs de la technique, avait déjà vu que la technique ne pensait pas, telle n'est pas sa fonction. Et de même, la science pense un peu plus que la technique, mais elle n'a pas une fonction de pensée. Donc ce sont des disciplines qui ont besoin d'autres disciplines pour se réguler, ce qui ne se fait pas. Parce que par exemple, si vous prenez les comités d'éthique, j'ai participé à certaines commissions, bah, c'est sûr que le problème, quand il est posé techniquement, si vous faites venir un philosophe, un théologien, il ne va pas apporter des réponses techniques et il est disqualifié d'office. Alors on fait venir pour dire qu'on a fait venir d'autres disciplines que les biologistes, les généticiens ou d'autres scientifiques, mais en fin de compte, on ne tient pas compte de leur réflexion parce qu'elle n'est pas absorbable dans la science et la technique. Et peut-être que les sociétés traditionnelles, c'est l'hypothèse que j'ai faite avec un collègue avec qui je travaille, Eric Navet, ont refusé un développement basé sur la science et les techniques parce qu'ils sentaient qu'ils allaient être dénaturés. Si on voit comment la science et la technique a dénaturé la nature, bah, on doit se poser la question, quelle est la part de dénaturation qu'a induit en nous la science et la technique. Ouais, c'est très, très intéressant ce que tu dis et ça me rappelle une partie du travail d'un groupe qui s'appelle Ars Industrialis, sous l'égide de Bernard Stiegler, qui parlait d'une organisation, d'une organicité, en gros d'une organogénèse, la fabrication d'organes externes par la Oui. technique. Il appelait ça l'exogénèse. Oui. Voilà, et qui petit à petit nous exproprie de nos propres fonctionnalités organiques et finalement avec une atrophie relative de l'organe naturel intégré dans un corps et un être entier pour devenir quelque chose d'autonome à l'extérieur et sur lequel on peut être finalement un utilisateur mais plus vraiment un maître ou un maître Ah d'œuvre. bien, tout à fait. Et ça correspond à ce que tu dis, c'est-à-dire quand ma main peut réaliser quelque chose, si elle ne peut pas le faire, c'est bien que l'ensemble des muscles, de la chaîne musculaire, de la chaîne articulaire et osseuse ne peut pas soutenir l'effort. Même si ma volonté est tendue à essayer de faire quelque chose d'impossible, à un moment, je vais buter sur les contraintes naturelles, simplement de mon organisme dans son ensemble. Et il faudra que mon organisme se transforme dans son ensemble pour qu'il obtienne la masse musculaire, la résistance ostéo-articulaire, etc., pour accomplir un geste qu'il ne pourra pas accomplir. À l'inverse, quand je crée un exosquelette, au fond, je ne deviens plus que le pilote du joystick et l'exosquelette lui-même va mettre en place les caisses dans l'entrepôt Amazon quoi, à ma place. Mais à la fin, je n'ai plus de rétro-contrôle. Et comme tu dis, c'est très intéressant l'image que tu as prise des réunions pluridisciplinaires qu'on convoque auprès des comités d'éthique, où à la fin, les enjeux économiques et techniques sont déjà écrits d'avance, et où la discussion philosophique et éthique, en gros, est un vernis, une sorte de crédit symbolique dont se part la technique pour faire semblant qu'elle a réfléchi. Et on a l'impression que dans la plupart des congrès maintenant, il y a une sorte de checklist McKinsey où on a discuté les réticences à l'euthanasie et le suicide assisté, check. Tu vois, et puis c'est bon, on peut passer à autre chose. De toute Oui, manière, mais on va le faire. c'est vrai, c'est un peu comme dans les années 90 où les multinationales avaient leur mascotte à sauver, le dodo de Saint-Maurice, etc. C'était un prétexte, ça ne les a pas empêchés de continuer à avancer, mais ils avaient investi en termes de communication dans l'environnement parce que c'était un petit peu une parade. Et oui, comme dit Bergson, l'homo faber a développé le cerveau, donc l'outil jusqu'à présent était un prolongement du corps.
mais ne se substitue pas au corps. Si vous avez un marteau, vous allez taper plus, mais vous allez quand même utiliser votre chaîne musculaire. Par contre, si vous avez un exosquelette, bah, vous n'allez plus utiliser votre chaîne musculaire. Et ça va jusqu'à l'intelligence artificielle, où il y aura une atrophie par non-utilisation, puisqu'on voit déjà des gens qui ont commencé à régler leur vie avec l'intelligence artificielle. Quel film je dois aller voir, quel restaurant, quel livre je dois lire. Voilà, j'ai ça dans mon frigo que je vais faire. Donc, c'est une extinction de l'imaginaire humain. Et puis, c'est une évolution où on va devenir peut-être une synapse d'un cerveau central qui sera l'intelligence artificielle, qui sera le cerveau de la planète, et on sera simplement des petites synapses. Il y aura un cerveau monstrueux, et puis nous, on sera des petites synapses. Donc, c'est ça qu'il faut, à mon avis, éviter et réfléchir de façon à utiliser une technologie sans qu'il y ait involution. Parce que l'enjeu, il est là. Utiliser une technologie, on le fait tous. Hein. On a tous un portable, on a tous un ordinateur. D'ailleurs, on fait cet entretien sur un ordinateur, etc. Mais préserver nos qualités humaines tout en utilisant l'informatique, oui. C'est ce qui s'est passé à une époque. Hein. Bon, les gens qui avaient la règle à calcul, ils développaient le calcul mental et puis ils perdaient pas. Sauf qu'ils avaient un outil qui leur permettait d'aller plus vite. Là, c'est autre chose. C'est pas une histoire de rapidité ou d'amplification de ce qu'on va voir, c'est une substitution. Et tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, ben, on va avoir des gens qui seront complètement assistés. Alors, pourquoi pas avoir des poumons artificiels, vivre dans un caisson, un système digestif artificiel, etc. Voilà, c'est tout le problème d'une société qui entraîne une partie de ses citoyens à avoir une involution par non-utilisation. Alors que dans les sociétés traditionnelles, déjà, quand on regarde d'un point de vue linguistique, ils manient beaucoup, ils sont polyglottes, ils manient beaucoup de langues, hein, des dialectes, donc ils entretiennent leur cerveau. Et puis, c'est la grande différence avec nos sociétés, c'est que tout le monde comprend les rouages de la société dans laquelle il vit. Tout le monde peut être un chasseur, moins bon qu'un chasseur, on va dire, officiellement choisi. Tout le monde peut faire un peu de chamanisme, tout le monde peut faire un peu de rituel. Et donc, tout le monde comprend les rouages de sa société. Là, la société a évolué où les voitures, on ne peut plus les réparer pour les gens bricoleurs parce que tout est électronique. Quand un prix Nobel est délivré, on ne comprend même pas le titre qui a valu la récompense suprême. Donc, on est des mono-utilisateurs du savoir. Et c'est ça qui fait que l'individu se sent complètement éloigné, comprend plus les rouages de sa société. Quand on interroge, moi j'avais interrogé, vous avez des gens, ils ont un doctorat en physique, ils comprennent rien en économie, d'autres en économie, ils comprennent rien à la physique ou à la génétique. Vous avez des sociologues qui comprennent pas du tout l'économie non plus. Donc on est chacun enfermé dans un univers cloisonné, territorialisé, et on n'a plus cette vision d'ensemble. Et donc, une des grandes différences entre nos sociétés et les sociétés traditionnelles, c'est que les sociétés traditionnelles ont une vision beaucoup plus globale de la façon dont fonctionne leur société. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est intéressant parce qu'on a commencé notre entretien en te présentant comme un touche-à-tout pluridisciplinaire qui finissait par s'ennuyer dans un domaine de circonstances circonscrit dont il avait fait le tour et qui avait besoin de franchir les portes. Et là, tu nous reparles de ça comme, au fond, une clé de résilience dans le monde dans lequel on vit, pour pas finir comme juste une pile énergétique branchée à la grande matrice, comme dans Matrix, qui nous suce notre potentiel énergétique pour faire tourner la grande machine. Comme si on passait notre vie finalement à pédaler pour faire tourner dans notre roue de hamster, pour faire tourner la grande intelligence artificielle globale et les fermes de serveurs. Et à travers tout ce que tu dis, je crois comprendre qu'au fond, l'euthanasie et le suicide assisté et la loi qui nous intéresse comme prétexte à discussion aujourd'hui sont un symptôme simplement, sont presque un épiphénomène, on pourrait dire, de l'ensemble de la trajectoire de notre civilisation occidentale dans les 300 dernières années. J'ai une question. Est-ce qu'à ta connaissance, de manière anthropologique, ethnologique,
D'autres sociétés ont mis en avant le suicide assisté et l'euthanasie comme ça et l'ont établi dans leur corpus de lois ou de règles. Je crois pas. On sait qu'à Athènes, on éliminait les enfants qui étaient considérés comme fragiles. Il y a eu des sociétés, mais pas à ce sens. Sparte aussi, ouais. Ouais, Sparte, oui. Ça a été certaines cités dans la Grèce antique avaient mis ça, puisqu'il y avait le culte du corps, l'hédonisme, voilà. À ma connaissance, non. À ce point, tel que ça prend une ampleur, à ma connaissance, non. Oui, c'est ce qu'on disait, la mort ou la fonction sociale, en fin de compte, le révélateur de notre société dans les moyens de se questionner et de se critiquer. Et c'est un prétexte, mais les deux thèmes fondamentaux de la vie, c'est précisément la naissance et la mort. Donc, si on ne se pose pas des questions sur la mort, outre que il faut soulager la souffrance, c'est un peu dommage, puisque c'est la question principale, la question existentielle par excellence, c'est le suicide, c'est ce qu'on disait. Et c'est ce qu'avait compris Albert Camus. Et donc, c'est juger que la vie vaut la peine ou ne vaut pas la peine d'être vécue seul, mais peut-être si quelqu'un nous redonne l'envie de vivre, à ce moment-là, on passe un cap difficile. Alors que si effectivement c'est son choix et à la limite on s'y oppose pas, voire on l'encourage, je trouve que c'est une forme de mortification de la société. Ce que tu dis me fait penser encore une fois à Christiane Singer, que je recite à nouveau pour son ouvrage Dernier fragment d'un long voyage, où elle raconte finalement toute sa fin, finalement, au cours d'un cancer à l'hôpital, jusqu'à sa mort. La question des antalgiques, la question du rapport au médecin, la question de la parole du jeune interne qui vient lui annoncer qu'elle est condamnée, les moments où elle émerge dans une sorte d'océan de flou, et puis la question de la souffrance, avec une sorte de réconciliation, comme souvent ce qui vient, c'est le fil de la merveille, mais que tissé à cette souffrance, il y a quelque chose à trouver. Est-ce que tu penses que la souffrance a un intérêt, et lequel? Et est-ce qu'une société qui ne veut plus aucune souffrance n'est pas condamnée, au fond, à s'éteindre? Si, parce que dans le bouddhisme, justement, un des moteurs du bouddhisme, c'est essayer de faire réfléchir les gens sur leur souffrance. C'est souvent le désir, la frustration, etc. Donc, si une société ne réfléchit pas sur la souffrance, vous avez des gens, leur souffrance, c'est qu'ils ne sont pas insérés socialement. Il y a des tas d'études un peu cachées où, quand on regarde l'indice de mortalité ou de morbidité dans le 93, où il y a beaucoup de chômage, c'est parce que ces gens ne sont pas insérés socialement. Donc, on voit bien l'importance que constitue d'avoir sa place dans la société. Donc, il y a des gens qui sont en souffrance de ne pas trouver leur place. Ne pas réfléchir. Peut-être la différence, vous voyez, c'est, par exemple, je vais prendre une société que j'ai pas mal étudiée, c'est les Arhuacos. Donc, les Arhuacos vivent dans la Sierra Nevada Santa Marta, en Colombie. Il y a 4 peuples, les Kogi, les Arhuacos, les Ayarios et les Canquamos. Ils font partie des Terronas. C'est une ethnie peu connue, à côté des Aztèques, des Olmèques, des Incas, des Mayas, etc. Et eux, ils considèrent que quand quelqu'un a une souffrance morale, c'est que la société est responsable. C'est un indicateur du déséquilibre de leur société. Normalement, dans une société, si quelqu'un a un problème, ils remettent toujours en cause leur société. Nous, c'est pas du tout ça. Depuis Foucault, surveiller et punir, si vous êtes un individu qui met en péril la société parce que vous êtes un délinquant, vous êtes mis en prison, et si vous êtes un sujet psy, vous êtes mis dans un hôpital psychiatrique. Mais jamais on réfléchit sur les mécanismes qui amènent une société à être dérégulée. On voit bien que notre société est malade. Il y avait des tas d'exemples d'études qui s'étaient développées au cours de l'Allemagne nazie. Un citoyen allemand, si vous voulez être en équilibre avec l'Allemagne nazie, devenait malade parce que ça ne correspondait pas au fondement de sa société. Donc la question qu'on doit se poser, s'il y a autant de jeunes qui se suicident actuellement, parce qu'on voit bien que le suicide des jeunes a augmenté, s'il y a autant de gens qui sont mal dans leur peau, est-ce que ce sont uniquement des individus faibles
qui doivent, entre guillemets, quitter la scène parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que la société attend d'eux, ou tout simplement notre société qui est malade. Et c'est là la grande différence, c'est-à-dire que dans nos sociétés, on considère que les gens, on va dire, en dehors de la réussite, doivent être presque éliminés, hein, puisque hôpitaux psychiatriques, prisons, etc. Ou au contraire, ce sont des indicateurs du dysfonctionnement de notre société. Et c'est là aussi une des différences entre les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes européennes, c'est que jamais la société européenne ne se remet en cause. Si effectivement elle voit qu'un grand nombre de ses citoyens sont malades. Dans une société traditionnelle, ça ne serait pas possible. On remettrait forcément au cœur du débat du groupe l'équilibre ou le déséquilibre inhérent à notre société. J'avais cette chance de rencontrer un guérisseur africain qui était à la fois phytothérapeute, on pourrait dire, sauf que lui s'appelait pas comme ça, mais guérissait par les plantes et puis par tout plein de rituels chamaniques, quelque chose comme ça. Et, et on discutait de nos systèmes de santé respectifs. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, mais tu sais, si quelqu'un est malade dans le village, je peux le soigner, mais la maladie repoussera ailleurs. Ça veut dire que le village est malade. Et donc tout le village doit être soigné. Et il y a des rituels pour ça, et des réflexions à mener là-dessus, etc. Et ça m'avait frappé à quel point nous, dans notre système de santé, on ne guérit pas la société, on donne un artefact en plus au diabétique. On lui donne de quoi mesurer sa glycémie, plus d'insuline pour éponger la quantité de sucre absolument ahurissante qu'il bouffe chaque jour. Mais on continue, et notamment dans l'hôpital où je travaillais, où il y avait un service de nutrition et d'endocrinologie, qui traitait à la fois le diabète, l'obésité, et ben, en bas de ce service, dans le couloir, dans le lobby de l'hôpital, il y avait un distributeur de nuts, de coca et de canettes. Ça paraissait complètement fou. Qu'il n'y ait aucune réflexion sur ce sujet-là. Ah ben, oui, oui. C'est très intéressant quand on voit l'ethnomédecine. Par exemple, Henri Collomb, qui était neurologue, qui a beaucoup travaillé à l'hôpital Fann de Dakar, avait fait le constat, le psychiatre Émile Kraepelin avait fait aussi ce même constat, il y a beaucoup moins de schizophrènes en Afrique. Mais par contre, il y a des bouffées délirantes. Et une bouffée délirante en Afrique, c'est pas un indicateur psychiatrique, c'est tout simplement quelqu'un qui a reçu un message du haut, un message divin. De même, si un enfant ne parle pas, ce qui est le cas de l'autisme, c'est qu'il a forcément des choses intéressantes à dire. Donc, il n'y a pas cet éloignement. Je crois qu'on est rentré depuis les Grecs avec cette notion d'hédonisme, de perfection, etc., etc. Et la société est devenue tellement exigeante dans les performances que ce n'est réalisable que sur une tranche de vie très courte. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire que quand on rentre dans une entreprise, entre 25 et 40 ans, on sera très performant parce que l'arme, c'est le stress, mais au bout d'un moment, on est usé. On presse le citron jusqu'à ce que les pépins craquent. Et donc, nos sociétés ne se remettent pas en cause, mais éliminent les individus les uns après les autres. Et donc, ça, c'est une différence. On sait très bien dans les thérapies de groupe, quand un enfant est malade, ça équilibre la famille. Si on veut sortir du déséquilibre l'enfant, on va déséquilibrer toute l'organisation familiale. À tel point que certains thérapeutes soignent pas un individu, mais un individu et un membre de la famille. Parce qu'on sait qu'il y a ces déplacements. Et donc, il y a des théâtralisations aussi. Symboliquement, les individus peuvent exprimer leur mal-être, ce qui n'est pas le cas en France. Vous avez dans les rituels vaudous quelqu'un qui peut exprimer sa peine, sa féminité, s'il a une tendance à avoir une personnalité un peu efféminée. Je ne parle pas d'homosexualité. Tout ça se fait dans des rituels. Il y a des moments opportuns dans l'année où ils peuvent exprimer ce qu'ils sont. Je crois aussi que nos sociétés ne savent pas du tout gérer leurs émotions. C'est une arme qu'on utilise contre les citoyens. Si on prend un exemple tout bête, imaginons un enfant de 5 ans qui joue avec son cousin de 4 ans et puis son cousin de 4 ans lui vole son bonbon à la framboise. Bon, il va utiliser ce qu'on appelle une énergie raquette, c'est-à-dire il a testé
que quand il pleure, ses parents donnent plus facilement réponse à sa souffrance. Donc, il va prendre cette émotion raquette. Et qu'est-ce qu'on va lui objecter? Le déni. Ben non, tu es un grand garçon, tu as 5 ans, il a 4 ans, tu ne devrais pas pleurer. Ou la honte, tu devrais avoir honte de pleurer si tu es un grand garçon. Ou la culpabilité, arrête de pleurer, tu fais pleurer maman ou papa. Ou le marchandage, on va te donner un autre bonbon. Sauf que dans le paquet, il n'y a plus de bonbons à la framboise, il y a des bonbons aux oranges, au citron, mais pas le bonbon volé. Donc notre enfant, au lieu d'exprimer ce que fait spontanément un enfant, c'est-à-dire j'exprime ma peine, et je dis d'ailleurs ce dont je souffre, voire même je montre, hein, sans jeu de mots, Bobola, j'ai Bobola, eh bien on l'a dévié vers principalement la honte et la culpabilité. Donc on a des tas de gens qui sont en permanence sollicités au niveau émotionnel et qui ne savent pas gérer leurs émotions. Et donc, ça fait une catastrophe. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement des techniques de psychodrame ou de constellation familiale qui existent en psychothérapie? Oui, oui, alors ça c'est intéressant puisque, par exemple, les constellations familiales, Bert Hellinger était un prêtre au départ et il est parti en Afrique pour essayer d'évangéliser les Zoulous. Et c'est les Zoulous qui l'ont évangélisé, si je puis dire, dans leur culture. Il s'est rendu compte que quand on construisait un arbre généalogique avec des êtres humains, il se passe des choses. Et moi, j'ai fait des psychodrames, j'en ai animé aussi. C'est absolument incroyable. Donc, une personne vient avec une problématique, je sais pas, j'ai eu des très mauvais rapports avec mon père, donc on va demander il y a un groupe qui est présent, c'est jamais le fruit du hasard, hein, ça on le sait. Donc la personne va choisir une personne qui va représenter son père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère. Donc le psychothérapeute, en fonction de la problématique, il a quand même un certain savoir-faire et on va laisser le groupe spontanément exprimer ce qu'il a à dire. Et il y a des tas de choses qui sortent. Donc ça veut dire que notre présent est intriqué au sens quantique avec le passé. Alors dans les psychodrames, Moreno, qui est à l'origine du psychodrame, avait dit de façon provocatrice à Freud: mon travail commence là où le vôtre s'arrête. Comment aider un enfant dans sa souffrance? On ne va pas l'allonger sur un divan pour le faire parler. Donc, on va utiliser sa puissance créatrice. Alors, ça peut se faire sur des enfants, mais ça peut se faire aussi sur des adultes. Et soit on rentre dans un conte qui est déjà écrit et chacun va jouer un rôle, soit on va inventer une histoire collectivement et à ce moment-là, l'enfant va mettre en scène sa souffrance et souvent pouvoir s'en tirer. Puisqu'il l'a extériorisé, il l'a joué. C'est très, très intéressant quand c'est bien fait, effectivement. Des enfants qui ont perdu leur mère, qui ont un deuil qui n'est pas fait, etc. Très difficile de faire parler l'enfant sur son ressenti. Donc, on lui fait jouer un psychodrame et ça lui permet d'exorciser, de sortir son problème. Alors, par exemple, moi, je me souviens avoir fait un psychodrame où il y avait quelqu'un qui était en difficulté pour trouver un travail. Alors, le premier psychodrame, il jouait un loup dominant pris dans un piège. Et dans le deuxième, on appelle ça le tapis magique. Donc, chacun est sur un tapis magique. Oui, on fait fonctionner l'imagination. Il avait joué un chevalier perdu dans les temps. Donc, à l'issue du psychodrame, ça l'a recentré. Et 15 jours après, il a trouvé un boulot. Ça a été redoutablement efficace. Et dans les psychodrames, il y a des choses incroyables qui se passent. Hein. Il y a des réparations qui se font entre une fille et une mère. Ou des gens, par exemple, je me souviens d'une personne qui, du côté de son arbre généalogique, elle savait rien. Elle avait des origines polonaises, mais elle savait pas du tout. Elle avait un nom, mais piste perdue. Elle a fait le psychodrame. Une semaine après, elle a une cousine qui l'a retrouvée, qui lui a demandé de lui donner des infos parce que sa fille voulait construire un arbre généalogique. C'est presque magique. Alors effectivement, c'est des approches qu'on a du mal à comprendre. Hein. C'est les travaux de Anne-Ancelin Stultenberger, c'est les mémoires inter- et transgénérationnelles. Alors, par exemple, j'ai eu une patiente qui était suicidaire, anorexique. Elle avait l'obsession de se suicider, donc elle prenait toujours un appartement au moins en 5e au cas où elle voudrait se suicider.
Et un jour, il y a un album de famille qui lui est présenté. Elle voit un visage qu'elle n'avait jamais connu. Elle sent qu'il y a un secret de famille. On lui présente une tante sans trop insister. Puis finalement, elle a demandé, elle a fini par avoir des explications. Et cette tante était naturopathe comme elle, s'était suicidée, était anorexique. Donc on a travaillé ensemble pour la couper de l'influence de cette tante. Hein. C'est pas parce que les gens sont morts qu'il n'y a pas une influence. Et donc elle est sortie de son anorexie. Elle n'est pas naturopathe, hein, elle a fait une autre profession et elle a eu un enfant, ce qui était absolument impossible avant. Donc voilà, c'est des approches que certains considéreront comme psychomagiques. Non, je pense que le présent est toujours intriqué avec le passé. C'est la raison pour laquelle les sociétés traditionnelles ont conscience que les morts ont toujours une influence sur les vivants et réciproquement. Et donc les sociétés traditionnelles cherchent toujours à vivre un présent en harmonie avec le passé, ce qui permet de faire venir un futur harmonieux. On est dans les histoires de temps. On voit bien que nos sociétés modernes et malades essayent de nous couper du passé. Il n'y a plus d'harmonie avec les ancêtres, avec le passé, et on nous impose un futur qui n'a aucun lien avec le passé. Et donc, on voit bien que le transhumanisme, etc., c'est un saut dans l'évolution. Quand on regarde les approches délirantes de Raymond Kurzweil, lui considère que la conscience peut changer de véhicule et qu'actuellement, le véhicule humain est pas le meilleur véhicule. Donc, il faudrait des cyborgs, passer du décarboné au silicéen, etc., etc. Donc, il considère que dans l'évolution, bah oui, l'homme a été un moment de cette conscience, mais il faudrait un autre support. Donc, et puis parce qu'il n'est pas assez rapide. Vous voyez, c'est ça aussi, dans notre société, on a des temps de réaction physiologiques et la technologie nous impose un tempo qui est de plus en plus rapide. Ce qu'avait déjà vu Paul Virilio en disant que notre monde est une vitesse éternellement vitesse. Donc, si on prend par exemple des ordinateurs à venir, il est probable qu'ils pourront avoir des vitesses bien supérieures à la vitesse de l'influx nerveux, 100 mètres par seconde, aller un tiers de la vitesse de la lumière. Si on passe des électrons à la lumière, ça fait 100 000 km à la seconde, ça fait un rapport 1 million entre notre influx nerveux, notre réactivité humaine et la réactivité d'un ordinateur performant. Donc, deux solutions s'offrent à nous, ou bien on accepte d'être dopé pour être à la hauteur de la technologie, et c'est la technologie qui nous impose des mutations. C'est du pur darwinisme, hein. On est dans un environnement qui nécessite d'être dopé pour être adapté à l'environnement, ou bien on renonce à la technologie. Et on voit bien d'ailleurs dans la science-fiction, il y a eu deux auteurs phares, Isaac Asimov, qui était docteur en chimie organique, qui était un des représentants de la hard science-fiction, qui lui considérait que les robots allaient être hissés au niveau humain, et puis Philippe Cadic, qui lui pensait que les humains allaient être abaissés au niveau des robots. Et donc, il y avait deux visions, une vision transcendante de la technologie, des robots et des ordinateurs, et une vision où Cadic avait compris, attention, si le tempo de notre société est donné par une technologie qui va beaucoup plus vite et qui est plus performante que nous, bah, il y a deux solutions. Ou bien on s'adapte à cette technologie, et ça suppose les puces, etc., le transhumanisme, ou bien on renonce. Et donc peut-être que les sociétés traditionnelles ont eu cette réflexion, et ils se sont dit... ou bien on est dénaturé par une technique et une science et on veut garder notre humaine nature. Et puis nous avons été dans une autre direction, un petit peu comme les deux voies évolutives, la voie des végétaux qui est la voie de la fixité et la voie du nomadisme pour les animaux. Et c'est deux stratégies différentes. Une plante, elle est obligée d'avoir une intelligence collective, elle est obligée de tenir compte de son environnement, etc. Et c'est aussi très performant parce que, comme je dis souvent, est-ce que vous pouvez vivre tout nu l'hiver dans de l'eau? Ben, certaines plantes sont capables de le faire. Elles ont une capacité d'adaptation hors du commun. L'animal, lui, il bouge
il est nomade, mais il est aussi, d'une certaine façon, fragile, parce que si à un moment donné, il ne peut plus bouger, il est le dos au mur, et ben, il n'a plus de capacité d'adaptation. Donc la plante s'adapte toujours localement. Donc les sociétés, c'est pareil. Alors Claude Lévi-Strauss avait fait la distinction entre les sociétés dites chaudes et les sociétés dites froides. Alors pour lui, la chaleur, ça vient d'une fréquence collisionnelle entre les atomes et les molécules. Et donc il faisait cette analogie en disant, nous sommes des peuples où on évolue, il y a une évolution en particulier historique, technique et scientifique, et ces peuples semblent froids parce qu'ils n'évoluent pas. Est-ce qu'ils sont froids parce qu'ils n'évoluent pas ou ils ont plus de sagesse que nous? Et ils ont compris qu'attention, science sans conscience n'est qu'un vain d'alarme, comme dit Rabelais, et qu'une évolution trop rapide entraîne une rupture d'équilibre avec cette technologie. On voit bien ce qui se passe actuellement avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction temporelle entre la vitesse avec laquelle l'IA progresse et puis les prises de conscience de l'être humain. Donc on est déjà dans une course où on est battu en vitesse. Merci Philippe, ça nous emmène assez loin pour réfléchir sur notre société et puis sur demain. En t'écoutant, je repensais au fait que finalement nos sociétés rationalistes avaient toujours transgressé, avaient toujours repoussé plus loin les limites de la morale. Et je pensais simplement à l'anatomie et au début de l'anatomie, à l'idée de faire effraction dans l'intégrité du corps et d'un corps mort qui soit plus justement renvoyé aux mânes des ancêtres et sacralisé par son enterrement ou sa crémation ou quoi ou qu'est-ce, mais en faire un objet d'étude, en faire un objet de curiosité, avec à la fois les découvertes grandioses que ça a permis, et de l'autre côté, cette transgression au cœur même de la façon dont l'humain occidental scientifique évolue. Et est-ce qu'à la fin, cette transgression aboutit pas à une sorte de nihilisme? Finalement, il n'y a plus aucune règle et c'est la loi du plus fort qui règne. En l'occurrence, Oui, celui qui a le plus d'argent. c'est un peu ce qu'on voit avec les oligarques, hein, mais de toute façon, enfin, comme disait Cocteau, on a déjà tout dit, mais personne n'écoute. Si on lit La République de Platon, tout est dit. Une démocratie qui ne prend pas garde d'empêcher les plus riches d'oppresser les plus faibles va déboucher sur l'oligarchie, qui elle-même va déboucher sur la tyrannie. La tyrannie va périr de ses contradictions internes et ça va déboucher sur la République, et puis c'est la roue des régimes. Oui, c'est un peu inévitable. Le père Lacordaire disait les puissances financières écrasent les plus faibles. D'ailleurs, on peut se demander, parce que notre société française est basée sur liberté, égalité, fraternité. Or, ce sont des dyades, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire la liberté est incompatible avec l'égalité. Si vous avez une société trop libre, la liberté des plus forts opprime celle des plus faibles. Donc on débouche sur un totalitarisme de droite, c'est le néo-capitalisme qu'on vit, le règne de l'oligarchie. Mais l'égalitarisme, l'égalité, c'est ce que l'ex-URSS a vécu. Alors c'est faux, parce qu'on sait très bien qu'il y avait des apparatchiks, qu'il y avait des différences, mais c'est une forme d'uniformisation qui débouche sur un totalitarisme de gauche. Finalement, c'est la fraternité qui humanise et harmonise liberté et égalité. Il faut un troisième terme pour équilibrer les deux premiers. Sinon, actuellement, le critère pour définir un pays démocratique, c'est la libre initiative économique. C'est pas la fraternité qui va faire d'un pays un pays démocratique. Et pourtant, c'est le troisième terme qui est le plus important, c'est-à-dire c'est celui qui va freiner les dérapages inhérents à l'espèce humaine, à savoir cette tendance à vouloir opprimer les plus faibles. On est rentré dans une forme de racisme économique. C'est ça. Le racisme repose sur 4 points. Il est possible de hiérarchiser les sociétés en fonction de leur patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique fait la différence entre les aptitudes intellectuelles et les dispositions morales. Ces aptitudes intellectuelles, ces dispositions morales qui sont partagées par certains groupements humains
sont appelées races. Et puis, cette classification permet de justifier que ceux qui ont un patrimoine génomique qu'ils ont mis au sommet de la pyramide puissent exploiter, opprimer ou détruire les plus faibles. Bah, vous remplacez la notion de race par la notion d'économie. C'est la même chose. Il y a une notion de... Alors moi, je pense qu'il ne faut pas être défaitiste, c'est toute l'éducation qu'il faut refaire, il y a tout à refaire. Hein. Et finalement, cette réflexion sur la mort nous amène, on le voit bien, à nous questionner et avoir un esprit critique sur nos sociétés. Et s'il n'y a plus d'esprit critique, c'est là où effectivement on est dans le totalitarisme. Je crois, moi, au contre-pouvoir. D'ailleurs, en Afrique, on parle de pouvoir sans pouvoir. Il y a toujours un chef de village, un marabout et un sorcier, et ils sont d'accord sur une chose, c'est jamais s'entendre. Donc, en permanence, il y a des tensions entre eux, et ce qui est normal. Il y a un troisième terme, c'est un peu comme liberté, égalité, fraternité, mais avec une fraternité qui est active et qui n'est pas neutralisée. Et donc, je pense que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le fait qu'il y ait des polémiques comme en science, hein, la science se fait par des controverses, c'est une forme de santé de la vie intellectuelle et de la vie politique. Et effectivement, s'il n'y a pas cette volonté de questionnement et de critique, eh ben, ça veut dire que la société, elle a sombré dans un totalitarisme ou dans un total déclin. C'est l'espoir qu'on a avec ces entretiens, et on a l'impression que, à travers la controverse, on peut retrouver aussi cette part de fraternité, et y compris avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sur ces Ah oui, questions oui. de l'euthanasie et du suicide assisté, dont on peut au fond parler plus librement que de questions qui pourraient paraître plus anodines comme le Ben, Covid c'est ou ça. la guerre en Ukraine. Et ouais. Il n'y a pas très longtemps, après une conférence, il y a une dame qui me dit « J'adore ce que vous dites. D'ailleurs, je pense la même chose que vous. » Et je lui ai répondu « Mais alors, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pensé différemment de vous ?» C'est ça qui est intéressant, c'est que des gens pensent différemment de vous. Ça vous amène à aller plus loin dans votre réflexion. Peut-être des fois même de changer vos argumentations, hein, parce que l'autre a trouvé les mots. Mais en tous les cas, le mot mort, c'est quelque chose qui fait peur à l'Occident. Hein. Il n'est pas à l'aise vis-à-vis de ça. On a confisqué la mort. Philippe Ariès a beaucoup travaillé là-dessus. Comment progressivement, il y a des tas d'enfants, d'adolescents, voire d'adultes qui n'ont pas vu de mort. Moi, j'ai vu ma grand-mère mourir, j'ai vu mon grand-père mourir. Enfin, on avait apprivoisé la mort. Comme disait Montaigne, la meilleure façon d'apprivoiser la mort, c'est de s'en avoisiner. Et donc, il y a une espèce de désensibilisation. Il n'y a plus ça. Donc, Jean Rostand disait que la mort, c'est la seule chose qui soit plus puissante que le mot qui la nomme. Et Jean Paulhan disait que nommer une chose, c'est la violence qu'on met pour repousser la chose et la mettre dans un nom commun. Et donc, la mort, effectivement, on voit bien, c'est abstrait. Et Pierre Auger disait que nous envisageons la mort, hémisphère gauche, nous n'y croyons pas, paléoncéphale, et c'est même pas envisageable pour l'hémisphère droit. Vous voyez, elle est abstraite, donc parler de la mort à 20 ans, oui, on a toute la vie devant soi, mais c'est intéressant d'avoir les différentes tranches d'âge. Et toute société a réfléchi sur la mort. C'est le problème fondamental de toutes les sociétés, leur propre mort, voilà. Et la mort de la société entraîne également la réflexion sur la mort de l'individu. C'est ce qu'on voit actuellement. C'est pour ça que je pense qu'il y a un climat dans lequel ça se fait, qui est peut-être à réfléchir, à le mettre à distance, compte tenu des circonstances dans lesquelles on est. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. On arrive doucement peut-être au terme de notre entretien, même si on sent que cette question de la mort, du suicide assisté, de l'euthanasie peut nous pousser loin à réfléchir sur nos interrelations humaines au sein d'une société, notre fraternité, à la place du plus faible, au caractère utilitariste des valeurs prominentes de notre société, que ça nous confronte aussi à tous ceux qui ne font pas ce choix de refuser, de briser le tabou et l'interdit.
Oui. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Il y a une chose aussi que Ouais. je voulais ajouter, c'est vrai, comme disait Cocteau, la mort, notre propre mort n'est que simple, mais celle des autres est insupportable. Donc vous pouvez imaginer quelqu'un qui... Il n'y a pas de dialogue, vous voyez ce que je veux dire? Ça va forcément créer des tensions. Et puis le diagnostic aussi. Imaginez quelqu'un à quelqu'un, on lui dit bah, vous avez une maladie incurable, alors qu'il pourrait être sauvé autrement. Donc ça pose des tas de problèmes. Et ça pose aussi du diagnostic médical. Il n'y a pas une pluralité de diagnostics. Donc voilà, c'est plein de choses. De toute façon, c'est le sujet central de l'être humain, la mort. Et comme disait Platon, effectivement, les philosophes s'exercent à mourir, et de tous les hommes, ils sont ceux qui ont moins peur de la mort. Donc dans nos sociétés, on a peur de la mort parce qu'on la côtoie plus. Tout simplement, on n'a plus l'exemple de nos aïeux qui sont partis, entourés de leurs proches, et ça permet de s'apprivoiser. Donc, tout de suite passer d'une situation, on a confisqué la mort, à une situation où on doit se positionner pour contre, ça mérite réflexion, et c'est normal qu'il y ait des controverses. Ouais, merci. Ouais. On sent bien qu'on est, c'est raccord avec cette idée d'atrophie progressive d'une fonction, hein. Tout l'accompagnement de la mort, symbolique, social, vécu dans un commerce quotidien, on pourrait dire, par ceux d'avant, est abandonné, atrophié, et petit à petit s'externalise pour devenir un business, non plus un commerce quotidien, mais un business juteux potentiel Ah ben oui, on fait... de mourir. Ce qu'avait compris Karl Marx, on faisait de l'argent dans le capitalisme surtout, y compris sur la mort. Effectivement, ça aura un coût. Et donc, ça a déjà un coût en Suisse, hein. On peut avoir recours à l'euthanasie, mais c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Donc, voilà, c'est tout un débat qui ne fait que commencer, j'espère, et qui montera en puissance. Ouais, j'espère aussi. J'espère que ce qu'on vient de faire, finalement, s'apparente plus au psychodrame, qui permet la résolution, ou à l'éthique ou philosophique washing d'une discussion qui est déjà entérinée sans nous, au fond. Euh, donc, on va continuer de ce psychodrame et à le jouer, chacun nos rôles. Merci beaucoup, Philippe. Très Ben, belle merci à toi, exploration. c'était très agréable, comme d'habitude. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de liker, partager, mettre le pouce en l'air, sonner la cloche, etc. Vous savez que vous êtes important dans le partage de toutes ces informations, dans le fait de faire exister la pluralité du discours dans l'Internet. Donc, à tout bientôt pour un nouvel entretien mortel. Au revoir. Au revoir.